Ouais, je crois que d'ores et déjà, ce sera un formidable succès, ce cru 2023 d'Inclusive Day, toute la journée, ce 10 mai, donc ici à Paris, La Défense Arena. Voilà l'édition donc d'Inclusive Day en faveur des entreprises inclusives, de la diversité. Alors tous unis en faveur de la diversité. Comment? Peut-être en nouant, en réinventant des partenariats donc avec toutes les parties prenantes, que ce soit la puissance publique, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, bien entendu. Et on en parle avec vous quatre, avec Madame la Ministre Marlène Schiappa. Bonjour Madame la Ministre, soyez la Bonjour, bienvenue. merci. Secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et vous êtes entouré, je dirais même très bien entouré, avec Monsieur Serge Widawski. Bonjour Serge. Bonjour. Directeur général d'APF France Handicap. À votre gauche, il y a Jean-Rémy Touze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission, responsable de la mission handicap du groupe LVMH, qui est le numéro 1 mondial du luxe. Et puis à vos côtés, il y a Jérôme Sadier, président de SS France et aussi président du Crédit Coopératif. Bonjour. Bonjour à vous. On va commencer avec vous, Madame la Ministre. Quand on parle de réinventer des partenariats, quels nouveaux partenariats au service de l'inclusion? Alors j'ai l'impression que les pistes, elles sont multiples, hein. Elles sont multiples. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je vous félicite pour l'organisation de ce très bel événement qui a vocation à faire en sorte qu'on réfléchisse et qu'on agisse ensemble sur l'inclusion. Moi, je voudrais commencer par partager avec vous une conviction sur la question de l'inclusion. Je trouve que inclure, c'est pas juste le contraire d'exclure. C'est-à-dire là, on est en train de discuter ensemble. Si on décide qu'on va inclure avec nous dans la conversation une nouvelle personne, il suffira pas de dire on lui interdit pas de prendre la parole. Pour l'inclure, il faudra peut-être aller la chercher, lui proposer de venir, lui donner un siège, un micro, lui poser des questions, lui demander comment elle s'appelle, lui dire comment on s'appelle nous. Et je le dis parce que très souvent, en termes de stratégie employeur, j'entends parfois des entreprises me dire non mais nous, l'inclusion, on est tout à fait pour et d'ailleurs, on n'est pas opposé à. En fait, c'est pas ne pas être opposé à, c'est vraiment créer une stratégie d'inclusion, quel que soit le sujet dont on parle, qu'il s'agisse du handicap ou qu'il s'agisse des personnes réfugiées. Nous, on a beaucoup travaillé lors du précédent quinquennat sur l'intégration des réfugiés, notamment suite à la crise ukrainienne. Et donc, il y a des questions à se poser sur comment on fait en sorte d'inclure ces personnes. C'est le même sujet pour les enfants dans une école. Comment on travaille pour inclure des enfants qui ont connu la guerre, donc qui sont dans des situations particulières, qui ont vécu peut-être des situations traumatiques, qui sont dans des conditions psychologiques difficiles. Comment on fait pour les accueillir, donc pour essayer de parler un langage qui va être intelligible par eux, de se mettre à leur service, à leur écoute et de le faire en sorte qu'ils se sentent bienvenus. Ne pas se sentir rejeté, c'est pas la même chose que se sentir bienvenu. Et donc je trouve que pour cela, effectivement, les partenariats, comme vous l'évoquez, sont extrêmement utiles. Dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais Jérôme Sadi en parlera beaucoup mieux que moi au nom de SS France, il y a pléthore d'innovations sociales qui existent, portées par des associations, portées aussi par des structures, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que le partenariat entre la grande entreprise traditionnelle de droit commun, entre guillemets, et l'entreprise de l'économie sociale et solidaire ou l'association, elle est extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, et j'en termine là, une grande entreprise du CAC 40 ou du SBF 120 qui a envie de travailler sur les questions d'inclusion, elle a tout intérêt à travailler avec une association ou avec une structure de l'économie sociale et solidaire qui sera spécialiste de ce sujet, qui apportera son expertise et qui pourra, avec elle, soutenir et construire ce parcours d'inclusion. Alors on va voir justement comment est-ce qu'on peut créer cette stratégie d'inclusion qui vous est chère, manifestement, Madame la Ministre. Serge Widawski à la tête d'APF Handicap. Tiens, rappelez-nous ce que c'est que cette très vieille association, hein, 1933 je crois. APF France Handicap, anciennement Association des paralysés de France. On oublie ça. Voilà. On oublie complètement. APF France Handicap. Absolument. C'est une grande association nationale donc, qui soutient, accompagne et défend les personnes en situation de handicap. On a à peu près 15 000 salariés, 35 000 personnes accompagnées, on a des bénévoles, on a des adhérents. Enfin, c'est une association effectivement qui est à la fois dans le combat et dans la construction en même temps. Et qu'est-ce qu'on veut construire? Et là, je vais rebondir sur les propos de Madame la Ministre qui parle d'inclusion. Eh bien, nous, le terme inclusion, il ne nous plaît plus. On considère qu'il faut aller plus loin et pour définir notre raison d'être, on a inventé un nouveau mot qui s'appelle inclusiversalité. Alors, l'inclusiversalité, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu une société idéale, le monde inclusiversel, qui respecte les droits, la protection sociale, la solidarité, les ODD, bien sûr, et qui part du principe suivant, c'est le principe de la télécommande.
que tout le monde connaît, c'est-à-dire la télécommande a été conçue pour des personnes en situation de handicap et au final est utilisée par tout le monde. C'est donc une solution universelle. Et notre propos, pour créer une solution non pas inclusive, encore une fois, qui est un concept qui nous semble inabouti, il faut aller vers l'inclusiversalité qui consiste en fait à proposer des solutions pour tout le monde, mais qui intègrent bien les besoins des personnes qui sont en quelque sorte le plus en difficulté. Voilà, donc c'est vraiment, je crois, un concept qui n'existe pas d'ailleurs. C'est un mot valise et qui nous invite à voyager finalement vers un monde meilleur. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'inclusion, voilà ce que je pourrais dire. En ce qui concerne les partenariats, pour nous, justement. C'était votre question, bien entendu, pour réussir cette inclusiversalité, il s'agit pour nous de bâtir des partenariats qui ont une certaine particularité de modalité de fonctionnement. Et j'ai quelques exemples assez fondamentaux. Il s'agit en quelque sorte de travailler avec tous ceux qui ont envie effectivement d'aller vers l'inclusiversalité. En particulier, en premier lieu, l'État. On a un bel exemple où, depuis 2018, avec les entreprises adaptées, sur un programme de 5 ans, et je vais insister là-dessus, un programme de 5 ans, et non pas une logique budgétaire, comme on a tendance à le faire, je dirais, dans la logique des pouvoirs publics. On a investi pendant 5 ans avec l'État, au travers d'un pacte de l'entreprise inclusive. On a ainsi embauché 2600 personnes et doublé notre chiffre d'affaires. APF Entreprises, qui est un réseau d'entreprises d'APF France Handicap. Ça veut dire que ça marche. Ce qui marche, c'est d'investir sur le long terme, d'accepter le principe de dépasser simplement la logique budgétaire pour aller vers une logique d'investissement pour créer de l'impact social. C'est nécessaire. Donc ça, c'est un partenariat, par exemple, avec l'État, justement. Absolument. Quel autre partenariat on peut imaginer ? Alors, on peut imaginer, justement, un autre exemple, un partenariat avec tout un écosystème territorial. Parce qu'évidemment, l'ESS, c'est le territoire, c'est le terrain. C'est les associations, c'est les 20 millions de bénévoles. C'est tous les acteurs. On a un magnifique exemple qui s'appelle Mobile APF France Handicap, où on a développé une solution avec toute une série d'acteurs d'un territoire en Normandie, où en fait on va chercher les personnes. Madame la ministre évoquait tout à l'heure l'inclusion, il faut aller chercher les personnes. Il faut aller les chercher effectivement. Donc du coup, on a développé un véhicule adapté qui reçoit du public, qui se déplace dans les territoires et qui va rencontrer les gens pour résoudre leurs problèmes administratifs, numériques, juridiques. Donc en faisant ça, on a mobilisé la CEPAM, la CAF, les mairies, les préfectures, les conseils départementaux. Tout le monde, finalement, s'est laissé emporter par ce projet, nous accompagne dans en quelque sorte ce chemin vers le public, vers les personnes en difficulté. C'est essentiel, on l'a vécu au travers du Covid, un isolement caractéristique, et donc pour lutter contre ça, et pour permettre l'inclusiversalité, il faut aller vers et utiliser le pouvoir expérientiel des personnes justement qui sont dans cette situation-là. Je reviendrai vous voir dans un instant pour voir un peu quelles sont les clés de la réussite de ce type de partenariat. On a dit avec Serge Widaski, votre voisin, adieu l'inclusion, vive l'inclusiversalité. Vous aimez ce mot Marlène Schiappa ? Oui, absolument, parce que je disais tout à l'heure dans un autre débat, moi je suis très républicaine, donc c'est vrai que on se pose toujours des questions sur les questions d'inclusion, que ce soit les hommes et les femmes, les situations de handicap, les personnes issues de la diversité, de à quel moment on regarde le plus petit dénominateur commun, à quel moment on doit passer par des quotas, à quel moment on doit se désigner pour ce qu'on est. Donc je trouve ce terme effectivement extrêmement intéressant. Il nous oblige aussi à réfléchir justement à ce qu'on met derrière cette question d'inclusion et à pas dire qu'il y aurait la norme et les autres, mais à dire qu'on serait tous avec des outils communs et un objectif commun, un langage commun. Donc oui, je trouve ça extrêmement positif pour ce que ça apporte de réflexion. Jean-Rémy Touze, donc responsable de la mission handicap du groupe LVMH, je le disais, numéro 1 mondial du luxe, 75 maisons présentes dans quelques 80 pays, 200 000 collaborateurs chez LVMH. Quelle est votre mission exactement donc, dans ce groupe mondial ? Alors moi, ma mission, c'est d'aider les maisons à développer l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc on a un objectif de doubler le nombre de salariés en situation de handicap dans le monde. Et on a encore du travail, puisqu'on a dans certaines régions des taux de présence de personnes en situation de handicap qui sont très faibles, notamment en Asie. Donc là, on a encore un beau chantier au niveau du groupe. Quand on parle d'aider à développer les maisons, c'est-à-dire qu'il y a une politique centrale
qui est destiné à l'ensemble des maisons, où chaque maison, que ce soit Dior, que ce soit Leveux, que ce soit Sephora, que ce soit, je ne sais pas, voilà, a sa propre politique de diversité? Alors on a, nous, une politique socle, mais ensuite chaque maison va développer ses actions. Et nous, en centrale, on est là pour les aider. Donc par exemple, en termes de partenariat, on offre aux maisons un partenariat avec 3 structures que je vais vous présenter. La première, c'est avec Vivre et Travailler Autrement, qui nous aide à recruter des personnes autistes sévères sur des postes de production. Donc on a démarré avec eux chez Guerlain, on est à notre 4e salarié. Le deuxième exemple, c'est avec l'AMIPI, qui vient de créer une structure de conseil pour aider les entreprises à développer tout leur savoir-faire dans nos maisons. Et donc, si vous êtes intéressé, Vivre et Travailler Autrement sont sur le stand de Malakoff Humanis et Amipi Conseil sont sur le stand LVMH. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ce sont 2 structures qui ont un vrai savoir. VETA sur l'autisme sévère et Amipi sur le handicap cognitif, mental ou psychique et le développement des personnes pour le milieu ordinaire. Donc voilà 2 structures. Et puis une troisième que je citerai qui est rien à voir, mais on a un partenariat avec les Cafés Joyeux. Donc on développe la présence des machines Café Joyeux au sein de nos structures. Et avec ça, Café Joyeux finance le développement des restaurants. Donc c'est un autre type de partenariat. Mais on aime bien Café Joyeux qui fait un très beau développement. Et en développant les cafés dans vos entreprises, vous soutenez le développement de l'emploi des restaurants. Il faut aller les voir, ils sont là-bas justement. Ils sont aussi présents on ne peut pas les sur la gauche. les louper. Quand on est un leader mondial, on a une responsabilité particulière, Jean-Rémy, pour créer cette stratégie d'inclusion dont nous parlait tout à l'heure Madame Marlène Schiappa. Oh, sans doute. On reste assez modeste. Mais oui, comme toute entreprise, on a des devoirs citoyens. Et on a une contribution à apporter à l'effort inclusif ou inclusiversel. Inclusiversel, voilà. Je ne suis pas encore très à l'aise avec le concept. Si vous essayez de le placer dans le Scrabble ce soir, ça ne marchera pas. Voilà. C'est refusé par le dictionnaire, n'est-ce pas, Serge? À partir de 19h, c'est bon. Bon, d'accord, c'est bien, on a l'autorisation du chef. Jérôme Sadier, président à la fois du Crédit Coopératif et président de ESS France. Juste un mot sur chacune de vos entités. ESS France, c'est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, et puis le Crédit Coopératif qui est la banque de l'ESS. Alors 2 mots alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Non. le Crédit Coopératif est voisin, puisque le siège social est 200 mètres plus loin. Le Crédit Coopératif, c'est historiquement la banque des coopératives, qui a été créée par les coopératives lorsqu'elles ont eu besoin de se développer et qu'elles ne trouvaient pas de financement dans les banques plus conventionnelles, comme il existe le Crédit Agricole pour les agriculteurs, les banques populaires pour les artisans et commerçants, etc. Ça, c'est l'histoire du Crédit Coopératif qui a financé le développement des coopératives, puis des mutuelles, puis des associations, puis de l'économie engagée, etc. etc. Donc ça fait 130 ans cette année que le Crédit Coopératif existe, et dans ces réseaux de clientèle, parce qu'en fait on s'est développé grâce aux réseaux avec lesquels nous travaillons, et en fait le monde du handicap de manière générale est un partenaire fidèle, loyal, constructif du Crédit Coopératif depuis fort longtemps, à vrai dire. Et d'ailleurs, des représentants du monde du handicap siègent au conseil d'administration du Crédit Coopératif. Qui a longtemps accompagné justement cette politique du handicap. Tout à fait. Et puis l'ESS France, c'est le grand rassemblement de toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, à savoir les mutuelles, les coopératives, les associations, les fondations, les entreprises sociales. J'oublie personne, Madame la Ministre, c'est bon? Il a bon. Non, parce qu'il faut faire gaffe en ce moment, donc non, je crois que j'ai oublié personne. Donc c'est-à-dire c'est une très grande diversité, c'est 125 000 entreprises en France, 200 000 établissements employeurs, 2 400 000 emplois. Dans toute cette diversité, ça va de commerçants coopératifs au monde du handicap, en passant par la culture, les coopératives agricoles ou bancaires, etc. Donc c'est très divers, mais à l'intérieur de ça, il y a des finalités qui correspondent aux statuts qui sont les nôtres, c'est-à-dire des statuts qui se veulent non lucratifs, démocratiques, et qui font en sorte d'avoir une finalité qui repose sur une utilité sociale ou environnementale. Et toutes nos entreprises
depuis l'origine ou plus récemment, ont inclus ça et les sujets d'inclusion en font partie. Alors, quel nouveau partenariat, justement, selon quelle modalité vous avez mis en place? Alors déjà, moi, au sein de SS France, j'ai fait rentrer toutes les familles de l'insertion par l'activité économique à l'intérieur desquelles il y a des acteurs du handicap. Ce n'était pas le cas quand je suis devenu président de SS France, à vrai dire. Donc aujourd'hui, je vois l'UNEA là-bas, dans ma ligne de mire. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste en face de moi, c'est tout. Donc l'UNEA fait partie des adhérents de SS France. Et j'ai souhaité que le monde de l'insertion par activité économique y soit présent parce que précisément, je pense que c'est à l'intérieur déjà, pour commencer, de l'économie sociale et solidaire qu'il faut nouer ces partenariats. Tout le monde ne sait pas tout faire, que ce soit dans le monde de l'ESS ou pas d'ailleurs. Personne ne peut savoir tout faire. Et nous, je pense, dans l'ESS, qu'on a, je ne sais pas si c'est un avantage, en tout cas on a une particularité, c'est que tout ce que nous faisons repose sur l'engagement des personnes et souvent un engagement des intéressés. Et pour traiter certains sujets, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. L'engagement des personnes qui portent la responsabilité collective de faire aboutir des projets. Et sur les sujets d'inclusion, je pense que c'est fondamental parce que ce qui compte, c'est la durée dans le temps, l'engagement pérenne. C'est pour ça que je retiens le terme que Serge veut populariser aujourd'hui, donc l'inclusiversalité, oui. Mais moi, je suis d'accord, mais comme me le disait mon professeur de français en première, il ne faut jamais se payer de mots. Donc il ne faut pas que ce soit le truc à la mode et que dans 2 ans, on change de concept. Donc il faut qu'on fasse en sorte que ça existe pour de vrai. Et que ce ne soit pas juste des concepts qu'on balance comme ça. Je ne dis pas c'est ce que tu fais, Serge. Hein. La télécommande n'est pas passée de mode. Je suis d'accord. Jusqu'à nouvel ordre, on ne sait jamais. Ça. Ouais, je ne parierai pas sur sa pérennité non plus. C'est plus sophistiqué cette télécommande. Il va falloir faire des études. Hein, je pense qu'il ne faut pas se payer de mots, il faut s'engager. Et je pense que quand ça repose sur les personnes, c'est un gage de pérennité. Et je pense que c'est ce que nous essayons de porter dans l'ESS, la non-lucrativité, l'engagement collectif dans le temps. Puisqu'on parle des partenariats, encore un dernier tour de table, avant de vous laisser continuer évidemment à aller voir les différents stands sur le salon Inclusive Day. Quelles modalités de partenariat et quelles sont un peu les clés de la réussite? Allez, tour de table. Serge Widarski, APF France Handicap. Alors, pour nous, APF France Handicap, il y a plusieurs choses. Il y a la co-construction qui est nécessaire. Il faut vraiment associer les personnes. Moi, je suis convaincu qu'on réussit un projet si tout le monde a un intérêt commun. Il ne s'agit pas de vouloir forcer les choses. En aucun cas. Il faut qu'il y ait une volonté commune. Il faut qu'il y ait un intérêt commun. Et il faut qu'on inscrive ça effectivement dans le temps. Voilà. Dernier point pour nous, bien entendu, c'est la participation des personnes elles-mêmes, des bénéficiaires en quelque sorte de l'impact social. Dans notre cas, on parle d'expérience des personnes en situation de handicap. En quelque sorte, rien faire pour nous sans nous. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer des solutions, en particulier qui intègrent les problématiques de handicap, sans les personnes handicapées elles-mêmes qui s'expriment. Il y a plein d'exemples. Des comités d'usagers, il faut faire... Il faut trouver la façon de le faire. Il y a plein de façons de le faire. Le tout, c'est qu'on s'assure qu'effectivement, il y ait une expression réelle et authentique des personnes dans, je dirais, le développement des solutions pour les SS. Jean-Rémy Touze, LVMH, les clés de la réussite d'un bon partenariat. Je crois que c'est la rencontre véritable entre l'entreprise et le médico-social qui permet d'aborder toute forme de profil. Et c'est ça alors c'est l'objet même de l'Inclusive Day, cette rencontre. Mais de la faire une réalité. Si je prends l'exemple de ce que fait VETA avec nous, c'est des accompagnants ESAT, professionnels du médico-social, qui rentrent dans l'entreprise et qui aident nos salariés avec autisme sévère à se développer. Et ça, tout seul, en tant qu'entreprise, si on n'avait pas la compétence de ces professionnels du médico-social, on ne saurait pas le faire. Donc c'est cette réunion concrète d'acteurs qui, jusque-là, ne se connaissaient pas, ne se croisaient pas, parce que c'était 2 mondes différents. Le fait qu'on travaille ensemble, on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc c'est ça, pour moi, les nouvelles transitions inclusives. Jérôme Sadier. Vous savez, pour moi, évidemment, il y a des lois qui emportent des obligations, lois pas toujours très bien appliquées, et c'est pas nouveau, en tout cas dans le monde du handicap. Il y a aussi des opportunités liées à des dispositifs. C'est le cas, par exemple, des marchés réservés, insuffisamment exploités encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a des ambitions affichées également, mais bon, tout le monde n'est pas encore à ce niveau-là. Donc faisons tout ça, il n'y a pas de problème, mais faisons-le bien si possible. Et s'il faut un jour remonter tous les objectifs, remontons tous les objectifs.
Mais moi je pense, mais ça c'est ma casquette ESS France pour le coup, c'est qu'il faut partir des territoires et travailler en horizontalité maintenant. Voilà. Tout le monde est un peu en silo quand même dans nos affaires. Et moi je pense que c'est à partir de projets de territoire maintenant, parce que c'est aussi l'état de notre société qui le nécessite, comme une forme de dépression collective aussi au passage. Donc repartir des besoins territoriaux, d'ailleurs c'est l'origine de l'économie sociale et solidaire, à vrai dire, que d'avoir fonctionné comme ça. Mais repartir de ces besoins territoriaux en faisant en sorte que des acteurs sur les territoires différents se rendent service mutuellement et construisent des projets ensemble pour résoudre un certain nombre de questions, que ce soit l'inclusion des personnes, que ce soit la satisfaction de besoins de mobilité, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on va recoudre la société petit à petit. Ça prendra peut-être du temps, il faudra peut-être l'encourager d'un point de vue politique, mais je pense qu'il faut repartir de là, c'est fondamental. On va travailler dans le SSLFR, je pense qu'il va falloir hybrider aussi de toute façon nos solutions avec d'autres types d'acteurs, bien évidemment, avec le pouvoir public locaux. Mais je pense qu'il faut vraiment repartir du territoire aujourd'hui. C'est que comme ça qu'on répondra à différentes facettes en fait du problème. Vous allez avoir le mot de la fin, Madame la Ministre, c'est à vous. Oui, merci. D'abord, je rejoins ce que disait Jérôme Sadier à l'instant sur le caractère, si je puis dire, non délocalisable de cette économie. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important de voir que c'est une forme économie sociale et solidaire, et donc les ESAT par nature qui met l'accent sur cette responsabilité territoriale des entreprises, pour reprendre le concept de Timothée Duverger. Moi, je voudrais en conclusion juste mettre vraiment les projecteurs sur les ESAT, dire que nous, avec le président de la République, on considère que nul n'est inemployable, et que dès lors qu'il y a la bonne stratégie, la stratégie adaptée d'inclusion, alors j'ose plus dire inclusion maintenant, ou d'inclusiversalité, dès lors, nul n'est inemployable. Et je veux donner quelques exemples en ce qui concerne les ESAT, et rappeler que les ESAT fonctionnent extrêmement positivement, qu'ils réussissent à avancer. Je veux partager le fait qu'il y a plus de 200 filières métiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, il est possible de travailler avec des ESAT, et c'est juste parfois un réflexe à avoir ou une question à se poser. Quand on est une grande entreprise, on organise un événement, on peut passer par un traiteur solidaire, par des prestataires d'insertion, par des ateliers d'insertion, et je pense qu'effectivement, casser les barrières et sortir des silos peut être à cet égard extrêmement positif. Je veux donner l'exemple justement d'APF France Handicap, qui est un exemple. Je veux dire, c'est par exemple parmi les nombreux exemples, mais il y a cette entreprise fondée par Amélie Dupassage qui relocalise sa production dans un atelier d'APF, et qui a permis donc à 30 ouvrières de trouver un travail à forte valeur ajoutée, d'être reconnues pour leur savoir-faire. Moi, je crois profondément, je lance pas le débat sur la valeur travail, mais je crois profondément que le travail n'apporte pas qu'un salaire ou pas qu'une rémunération. Il apporte aussi le fait de pouvoir être au contact avec ses congénères, se faire des amis, être soutenu quand on traverse une épreuve. Eh bien, les collègues sont là aussi pour en parler, pour partager des expériences. J'ai visité il y a quelques jours un restaurant qui s'appelle La Belle Étincelle à Paris, dans le 15e arrondissement, et c'était très émouvant de rencontrer toute l'équipe, de voir à quel point ce sont des très grands professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Quelqu'un qui vient dans le restaurant ne peut pas deviner qu'il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent et qui font tourner concrètement ce restaurant. Et je partage avec vous, pour conclure, un exemple qui m'a beaucoup intéressée. Une des jeunes femmes qui travaillait là, qui était en service en salle, qui était chef de rang, nous disait qu'elle souffre d'un handicap psychique. Elle a besoin régulièrement de s'isoler pour ne pas basculer. Et donc, dans le restaurant, ils ont aménagé une petite salle isolée qui lui permet, quand elle le souhaite, de faire un signe et de dire qu'elle va s'isoler du monde pour avoir un temps où elle est seule, elle respire, elle fait ses exercices de respiration, et elle redescend, si je puis dire, et ensuite elle revient en salle quand elle est prête. Et elle disait que ça servait aussi aux personnes qui étaient là, qui n'étaient pas en situation de handicap, mais qui parfois pouvaient avoir de l'anxiété, de la phobie sociale, ou ne pas supporter d'être au contact de beaucoup de bruit ou de beaucoup de lumière sur une longue durée. Et là, on est typiquement, je trouve, sur quelque chose qui a été créé pour répondre à un besoin spécifique de handicap, mais qui en fait, au final, bénéficie à tous. C'est le cas pour ça, c'est le cas aussi pour les menus qui sont désignés avec des couleurs, pour qu'on puisse les passer de manière très claire, ou la carte avec du FALC, du facile à lire et à comprendre, qui permet justement à toute personne, pas seulement en situation de handicap, mais aussi des personnes primo-arrivantes, etc., de se sentir vraiment inclus. Donc ça illustre, je trouve, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vouloir inclure quelqu'un, c'est vraiment être en empathie,
comprendre son mécanisme de fonctionnement et de pensée et lui apporter des réponses et non pas copier-coller les réponses qu'on s'apporterait à soi. Parce qu'une personne en situation de handicap n'est jamais similaire à une autre personne en situation de handicap. Ce sont des situations différentes, des problématiques différentes et des solutions différentes qui nécessitent ce temps d'empathie et d'humanité. Et je trouve que ça correspond bien à l'ADN de l'économie sociale et solidaire, qui est cette économie de la coopération, où on essaye de ne pas prendre l'autre entreprise, l'autre entité, l'autre individu, comme un ennemi ou comme un rival ou comme un compétiteur, mais plutôt comme un allié potentiel, comme un partenaire. Pour conclure, je voudrais vous parler de cette autre loi qui m'est très chère, qui est l'autre loi de la jungle. Pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais j'adore ce concept et je veux le partager avec vous. Et je sais que je parle très vite et je suis navrée pour ceux qui doivent traduire. Mais vous savez, il y a un principe qui dit qu'on pense toujours que la loi de la jungle, ça veut dire l'espèce la plus agressive et la plus forte survit dans la jungle, dans un milieu hostile. Et il y a un livre qui s'appelle L'autre loi de la jungle, que je n'ai pas écrit, qui explique qu'en fait, c'est pas vrai et qu'en fait, dans la jungle, l'espèce qui survit, c'est l'espèce la plus solidaire. C'est l'espèce qui va prendre soin des plus fragiles, qui va prendre soin d'un animal blessé, qui va nourrir les bébés et les animaux les plus âgés. Et c'est cette espèce-là qui va réussir à survivre dans la jungle, celle qui s'entraide le plus et non pas la plus agressive ou la plus hostile ou la plus forte physiquement vis-à-vis des autres. Donc voilà, soyons une espèce qui s'entraide. Soyons une espèce qui s'entraide, voilà que des bons exemples. On remercie chaleureusement et on les applaudit à la fois la ministre Marlène Schiappa, secrétaire d'État donc à l'économie sociale et solidaire, Serge Widawski, président d'APF France Handicap, Jean-Rémy Touze, le monsieur handicap du groupe LVMH, et puis Jérôme Sadier à la tête de SS du Crédit Coopératif. Dans un instant, 3 grands champions, natation, athlétisme et kitesurf. À tout de suite.